Leçon d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. Imaginez-vous sur la tour de l'hôtel de ville de Bruxelles. Sous vos pieds, le vide. Une simple corde vous empêche de finir ratatiné comme une crêpe un peu moins de 100 mètres plus bas. Cette vision donnerait le vertige à n'importe qui. À n'importe qui, sauf à Douglas Closset, un indépendant qui a transformé son amour pour le vide en un métier. Une activité hors du commun qu'il va nous présenter dans quelques instants. Ne bougez pas, on en parle tout de suite dans Leçon d'entreprendre. J'accueille donc Douglas Closset aujourd'hui. Bonjour Douglas, comment vas-tu ? Bonjour Monsieur Clément, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc on le disait, ton métier c'est cordiste. Tu peux m'expliquer en quelques mots ce que ça veut dire ? Alors un cordiste, c'est un opérateur, donc quelqu'un du bâtiment généralement, qui va descendre en rappel le long des façades d'immeubles pour faire des réparations qui sont ciblées. Donc avec ça, avec un cordiste, on évite des échafaudages, des nacelles, et du coup ça permet à tout le monde de pouvoir travailler de manière plus rapide et de manière moins onéreuse. Avant que tu m'en dises un peu plus, je te propose de faire un petit saut dans le passé pour que tu me présentes ton parcours. Comment est-ce qu'on devient cordiste ? Comment est-ce que tu es devenu cordiste ? Eh bien écoute, au tout départ, j'étais apprenti maçon. Donc j'étais indépendant, je facturais mes heures de prestation comme manœuvre pour apprendre le métier. Et puis un jour, dans une salle d'escalade, on m'a proposé de faire de la maçonnerie sur corde. Et j'ai regardé le gars, je lui ai dit, mais c'est un métier ce truc-là ? Mais il m'a proposé d'être payé pour. Et du coup, je me suis dit, en plus c'était plus intéressant que le salaire que j'avais à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, vas-y go, on va aller essayer quoi. Et je me suis retrouvé au bout d'une corde à faire de la maçonnerie. Je me suis dit, c'est cool de faire ça. Et c'était quoi comme chantier ? Tu te souviens ? Oui, c'était en fait la toute première intervention, c'était à l'intérieur d'un silo industriel. Donc le mec m'a amené dans un endroit dans lequel j'aurais pas du tout dû être. Et puis après, on a fait de la maçonnerie, donc c'était assez drôle. Comment tu sais que tu ne devais pas y être ? Parce qu'en fait, j'ai appris par après qu'il fallait avoir plein de formations, plein de machins comme ça, que je n'avais pas encore, et lui m'a quand même mis à l'intérieur de silo industriel. Erreur. Ado, tu as toujours été quelqu'un d'actif. Je me souviens par exemple que tu faisais du parcours et de la gymnastique. Tu t'es toujours vu travailler à l'extérieur ? Je me suis pas toujours vu travailler à l'extérieur, mais c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à être très actif. Et en fait, devenir cordiste, ça, je vais pas dire que c'était dans la suite des choses, mais ça m'a pas plus étonné que ça d'en faire un métier, quoi. Et comment t'as fait pour te former au métier de cordiste ? Eh bien... je vais dire, c'est un petit peu la vie qui m'y a amené, dans le sens où j'ai étudié la kiné, donc vraiment rien à voir. Mais je voulais étudier le corps humain, et puis pendant mes études, j'avais une petite entreprise parce que j'étais étudiant indépendant, on peut bénéficier de ce statut-là. Et c'est comme ça que j'ai voulu à un moment travailler dans la construction, et le fait d'avoir mon numéro d'entreprise me permettait d'avoir cette flexibilité de faire un peu ce que je voulais. Donc j'avais et un job étudiant, et je travaillais de temps en temps en tant que petit indépendant, en complémentaire de mes études. Et en fait, je voulais apprendre à utiliser mes mains, apprendre à construire des choses. Et j'ai appelé un ami qui travaillait dans la construction, j'ai commencé comme ça. Et puis à un moment, quand j'ai découvert le métier, je me suis dit, ok, je vais me former parce que c'est un truc qui me plaît. Je trouve ça très chouette de découvrir la ville de Bruxelles, on travaille beaucoup sur Bruxelles, de découvrir la ville avec un œil différent. On est toujours sur les toitures, on est toujours, je veux dire, avec un certain horizon. Et du coup, ça me rappelait beaucoup le parcours avec lequel j'étais quand même souvent sur les toitures. Et donc voilà, les vues sont quand même beaucoup plus belles que dans un bureau, je trouve. Ouais, ça je veux bien croire. Tu as rencontré des difficultés en te lançant au début ? Pas du tout. Non ? En fait, il y a quelques acteurs qui ont quand même une place qui sont déjà importantes, qui est déjà importante ici en Belgique. Et du coup, j'ai commencé comme je l'avais fait auparavant, donc c'est-à-dire en tant que sous-traitant. Et donc, je suis allé voir des entreprises qui avaient déjà du boulot, qui étaient déjà bien investies dans le milieu. Et je veux dire, au fur et à mesure, tu travailles avec une entreprise, avec une autre, et tu apprends à faire tes armes, quoi. C'était quoi ton premier, du coup, vrai chantier à toi ? Mon premier vrai chantier à moi, c'était la rénovation de peinture d'une petite façade. Et j'ai travaillé tout seul avec un baudrier que je suis allé chercher à Mons. Enfin bref, j'avais pas l'argent, j'avais pas du tout le matériel. Et c'est en via que j'ai commencé à pouvoir me développer, quoi. Et tu t'es dit, c'est bon, c'est fait pour moi. Je me suis dit, c'est quand même... J'aime beaucoup l'idée de pouvoir travailler dehors. J'aime beaucoup être suspendu dans les airs. C'est quand même assez fun, il faut dire. Et puis mine de rien, parfois c'est quand même assez rémunérateur quand on est indépendant, parce que tu prends certains risques. Et voilà, quand tu fais une première semaine où tu te fais 3 000 € de bénéfices, tu te dis waouh, il y a quelque chose quand même. Donc voilà, j'ai toujours réinvesti l'argent gagné dans l'entreprise, et c'est comme ça que ça a pu grandir plus rapidement.
Revenons au métier de cordiste en tant que tel. Sur votre site, vous expliquez que vous faites des travaux de bâtiment, de maintenance industrielle et d'inspection pour la sécurité. Ça veut dire quoi exactement, ces 3 thématiques? Eh bien, en fait, on va avoir toutes des compétences qui sont, je veux dire, accessibles à tous nos clients. Donc ça veut dire que chacun des personnes dans les suspendus qui sont membres du réseau, eh bien tout le monde a sa compétence qui lui est spécifique. Donc on a des électriciens, des plombiers, des chauffagistes. Moi j'ai fait la maçonnerie du coup. Et en fait, chacun avec ses compétences va pouvoir apporter quelque chose au réseau des suspendus. Et donc pourquoi est-ce que je dis que le secteur du bâtiment, on peut faire à peu près tout? Simplement parce que j'ai tous les professionnels à disposition pour pouvoir le faire. En secteur industriel, on va faire pas mal de sécurisation et d'inspection à l'intérieur des silos. Donc plutôt que de faire venir des techniciens qui viennent par en bas pour pouvoir monter un échafaudage, etc., en quel cas ils prennent quand même pas mal de risques, eh bien, on appelle des cordistes pour pouvoir descendre en rappel depuis le haut, pour pouvoir tout sécuriser au niveau des parois intérieures. Et donc en fait ça permet de sécuriser l'endroit pour que les opérateurs suivants nous suivent et fassent eux leur intervention. Donc voilà. Et le 3e c'était, excuse-moi, l'inspection pour la sécurité. L'inspection pour la sécurité, c'est fort lié au bâtiment. Mais il y a parfois de temps en temps des pierres qui tombent, des bouts de balcon qui tombent, ce genre de choses. Et donc on fait en fait des sondes, on appelle ça des sondes mécaniques. Donc on passe vraiment partout sur les façades, histoire de pouvoir sécuriser, faire en sorte que les piétons qui passent en dessous, je veux dire, puissent vivre tranquillement sans avoir à lever les yeux, quoi. Comment est-ce que tu as convaincu tes premiers clients alors qu'ils ne te connaissaient pas et que tu fais quand même un métier qui est aussi plutôt méconnu? Il paraît que j'ai une bonne tête. Je confirme. Généralement, les gens ont tendance à me faire confiance, donc ça, c'est clairement positif, je crois. Et le côté posé que je peux avoir. En fait, je vais quand même expliquer les choses de manière très simple. Je vais pas arriver avec le jargon de la construction. Ouais, alors on va utiliser tel produit, machin, parce que ça va permettre ça. Non, je vais vraiment essayer de parler à ce qu'on appelle au système 1 des gens, donc à celui qui ne demande aucune réflexion pour la compréhension. Et je pense que rien que ça met en confiance. D'utiliser des mots qui parlent à tout le monde. Et puis voilà, et puis j'ai fait un premier job, et puis un deuxième, un troisième, et puis finalement c'est du via-via. Au début, le bouche-à-oreille fonctionne très très bien. Les suspendus, c'est un réseau de travailleurs indépendants. Oui. Ça veut dire que tu veux pas de salariés? C'est pas que je ne veux pas de salariés, mais en fait j'aime beaucoup le côté flexible qu'offre le fait de travailler avec des indépendants. J'aime beaucoup le fait que tous les indépendants qui travaillent avec moi ont des activités sur le côté. Donc en fait ils ont des compétences qui leur sont propres, comme je le disais tout à l'heure, et ça veut dire qu'ils vont développer un œil différent sur le chantier. Et c'est ça qui va m'intéresser. Plus ils gagnent en autonomie, plus moi j'ai de la flexibilité et de la liberté. Et au plus je peux venir faire des podcasts avec des gens sympas. Comment est-ce que tu vis ce développement rapide des suspendus? Disons que ça a quand même été un défi et ça l'est encore parce que du coup tu prends des risques. Simplement, je veux dire, généralement les risques c'est plutôt financier, dans le sens où quand tu engages des équipes, tu vas avoir un besoin de trésorerie conséquent, alors que les clients, eux, payent plus tard. Et du coup, tu te retrouves à devoir payer des factures et t'as pas encore l'argent pour le faire et tu fais oula, du coup, ça devient un petit peu compliqué. Et comme cet été, on a eu, je veux dire, cette histoire avec le chantier qui a duré 5 mois au lieu de 3, que les suppléments n'ont pas été payés, mais enfin, toute une histoire que je vais vous éviter ici. Mais en fait, je me suis retrouvé à devoir retrouver 60 000 euros de bénéfices à faire en plus pour pouvoir payer mes gars. Ah ouais. Et tu te dis, j'ai 3 mois pour le faire, je fais comment? Et donc, je veux dire, ça fait partie des réalités aussi qu'on peut rencontrer, parce que tout le monde voit des belles Lamborghini, des Rolex sur les réseaux sociaux, mais c'est parce que tu vis des moments comme ça que tu apprends à te battre pour faire en sorte que ton entreprise, en fait, après devienne pérenne. Mais c'est, j'avoue que pour l'instant, ça reste encore un défi. Et t'as fait comment pour trouver ces 60 000 euros? J'ai fait ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire vendre. J'ai fait beaucoup de ventes. Et j'ai essayé de travailler avec des personnes qui allaient pouvoir me rémunérer davantage. Tu vois, tu travailles avec des fonds d'investissement qui ont de l'immobilier à Bruxelles, tu travailles avec des personnes qui ont plus de moyens. Tu essayes de trouver des solutions, tu fais des coups de com'. En fait, l'idée, c'est de pouvoir développer l'entreprise pour pouvoir rattraper ce qui s'est passé avant. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, tu es dans une situation que tu te dois d'assumer. Tu travailles avec des équipes qui n'ont rien demandé. Et donc, en tant que chef d'entreprise, c'est à toi d'assumer ce genre de choses. Et donc c'est là que les défis sont intéressants. Et c'est là que finalement, personnellement, j'ai vraiment vu, ok, j'ai de la caisse. Je suis prêt à assumer ça, tu vois. Ouais. Et c'est dans des moments où c'est difficile que tu te rends compte vraiment de ta vraie valeur, je trouve.
Et je suis content de ne pas avoir juste allez, c'est bon, je m'en fous de vous. Tu vois. Donc c'est intéressant. Tu parlais d'un certain lien qui unit les cordistes, en tout cas les cordistes des suspendus. Est-ce que tu pourrais un peu développer ce lien? Eh bien, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a des chantiers sur lesquels tu galères un petit peu. Mais même quand c'est pas une galère, le fait d'être suspendu avec des autres personnes à 50, 100 mètres de haut, ou parfois 20, même 20, mais le fait de partager quelque chose d'hors du commun, ça rapproche. Et donc, c'est un petit peu comme quand tu pars en voyage avec quelqu'un, comme quand tu pars à l'aventure avec quelqu'un, comme quand tu lances une boîte avec quelqu'un. Tu vas passer des moments dans ta vie qui vont te rapprocher. Ça va souder les coudes. Et en fait, il y a vraiment un peu un esprit fraternel presque. Bon, c'est pas ça, hein. Il y a des gens qui s'entendent pas avec les autres. À un moment, on est tous humains. Lui, c'est un idiot. Lui, je l'aime pas. Voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie en boîte. Ça se passe comme ça. Enfin, c'est la réalité. Mais globalement, il y a quand même cet état d'esprit très, très soudé que j'apprécie particulièrement. Est-ce que tu ressens parfois du stress quand tu vois certains de tes collègues au final monter sur des façades? Est-ce que c'est un stress différent de ce que toi tu ressens quand tu es en hauteur? Alors que quand moi je suis en hauteur, je stresse pas trop, du coup, suite à l'habitude. Et puis le fait de pouvoir être maître de tes mouvements, eh bien ça t'amène quand même, enfin, je veux dire, c'est une certaine confiance en toi aussi. Comme quand tu conduis ta voiture, tu vois, à un moment, t'as plus peur de conduire ta voiture. Mais par contre, quand tu vas voir quelqu'un conduire et que ce sont ses débuts, tu vas toi stresser pour lui et aussi parce que t'es dans la voiture. Donc, il y a vraiment toute une formation continue qui se fait avec les personnes qui sont moins expérimentées et il y a toujours un œil attentif. Donc, évidemment, tu sais, quand tu vois la peur se marquer sur leur visage, parfois, enfin, je veux dire, au tout début, quand t'as pas l'habitude, il y a des choses qui font véritablement peur. Donc, pour ne citer qu'un exemple, je te parlais tout à l'heure de la mise au vide. Donc quand tu te mets en tension sur tes cordes et puis que tu décides de t'asseoir dans le vide, eh bien, de temps en temps, tes mousquetons doivent se remettre un peu en place, simplement parce que tu viens activer une certaine tension dessus. Puis voilà, il était un peu mal mis, il était un peu emmêlé avec un autre et donc il se retend, quoi. Eh ben, juste ces 5 cm de tension supplémentaire, elles te font peur. Parce que t'es là, t'es à 30 mètres, t'as pas du tout l'habitude, et puis t'as ce tac, comme ça, et vraiment tu fais ouh, là tu serres les fesses. Vraiment. Et donc ça arrive très souvent au début que tu vois, quand je dis la peur se marquer sur le visage, c'est vraiment ce regard, tu sais, où les yeux, comme ça, où les gens flippent, quoi. Une vraie peur instinctive. Et donc ouais, ça c'est un peu drôle. Et toi tu la ressens aussi du coup pour eux? Non, à un moment ça te fait rire parce que t'as l'habitude, tu sais quand ça va arriver, tu vois quand avec l'expérience, tu vois quand le mousqueton est mal mis, tu vois qu'il va se mettre en tension, tu vas faire, les gars, regardez ce qui va se passer. Mais il faut que les personnes le vivent parce que c'est ça aussi qui fait que tu prends confiance au matériel, quoi. C'est les petites choses à vivre, c'est important. Tu t'es déjà retrouvé coincé sur un chantier? Qu'est-ce que tu veux dire par coincé? Je sais pas, t'as fait un nœud, tu t'es bloqué et t'arrives plus à descendre, j'en sais rien. Justement, mon tout premier jour. Donc, quand je suis arrivé dans le silo industriel, justement, eh bien, donc le fameux truc qui nous suit sur la corde de sécurité, c'est bloqué. Et j'ignorais complètement comment le débloquer. Et du coup, je dis à la radio, excusez-moi, je suis bloqué. Et c'est pour ce genre de situation qu'en fait, tu dois passer des certifications pour pouvoir savoir comment fonctionne le matériel que tu utilises. Et du coup, j'ai appelé le gars à la radio en disant bon ben voilà, il faut que tu m'expliques. Puis il m'explique, mais je ne comprends rien du tout. Mais sauf que tu sais, t'as ton masque pour la respiration, ta lampe frontale, il fait noir. Ça va pas, quoi. T'es coincé dans le noir total, tu sais pas où tu descends. Enfin, c'est un peu risqué quand même comme situation. Ouais. Et t'es là avec ton marteau piqueur. C'était vraiment n'importe quoi. Et ne refaites pas ça chez vous, clairement. Et en fait, le mec est venu me faire un secours. Donc, quand tu passes des formations de cordiste, généralement, tu dois avoir assez de technique pour pouvoir secourir tes collègues. C'est la raison principale pour laquelle tu passes ces certifications. Et donc, il est venu me faire un secours. Donc, il est descendu au-dessus de moi, sur mes cordes. Donc, il utilise la corde de sécurité pour pouvoir descendre lui dessus. Et du coup, il m'a attaché à lui. Il m'a sauvé, si tu veux. Et puis, on est descendu en rappel ensemble jusque dans le fond du silo, quoi. Donc oui, c'est la seule fois où je me suis retrouvé coincé. Et il t'a dit quoi?
En fait, il m'a dit désolé, je t'ai pas montré. Ah ouais, c'est ça. Parce que, en fait, vu que techniquement j'aurais dû être certifié, il aurait clairement pas dû me mettre là. Donc, sa faute, c'était la sienne. Enfin, la faute, c'était la sienne, sauf que, voilà, il aurait dû me montrer, effectivement. Tu aurais un exemple d'un chantier qui a pris beaucoup plus de temps que ce que tu avais imaginé? Ah oui, cet été-là. Raconte. Cet été-là. Il était prévu normalement que je fasse une très très grosse rénovation sur 2 bâtiments. Donc 2 bâtiments, donc 8 façades. Et il était prévu que je ne fasse que 7 façades initialement, sauf que je sous-traitais ce chantier et le client pour lequel je travaillais nous a demandé de faire la 8e façade. Donc on a trouvé un arrangement commercial qui s'est avéré très mauvais. Mais bon, voilà, bref, ça fait partie des risques. Et donc, on était parti sur un chantier de 3 mois à 4 personnes et on s'est retrouvé à devoir faire un chantier de 5 mois à peu près 7 personnes. Waouh. Donc, ouais, celle-là, elle a bien piqué. Parce que derrière, il y a eu des arnaques, etc. Donc, vraiment pas de chance. Mais ça conforte. Je sais pas, quand tu vois les choses de manière positive, tu te dis que c'est ce genre d'expérience qui te fait avancer, quoi. Donc, ouais, et en gros, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait faire tout un nettoyage des façades. Donc on passait au Karcher avec haute pression pour pouvoir vraiment tout nettoyer, retirer toutes les mousses, ce genre de choses. Une fois que tout ça s'était fait, il fallait faire toute la réparation au niveau des briques. Donc tous les joints qui étaient un petit peu endommagés, tout ce qui était les briques qui étaient fêlées, enfin toutes ces choses il fallait réparer. Il fallait faire toutes les réparations au niveau des balcons qui étaient en béton. Mais en fait, on était vraiment sur une superficie énorme. Enfin, c'est difficile de s'imaginer là comme ça. Mais il faut imaginer deux très très gros immeubles bruxellois qui s'étendent sur 200 mètres. Pour 5 mois, je veux bien croire. Oui, c'était vraiment conséquent. Et une fois que tout était fini au niveau des réparations, on a dû mettre de l'hydrofuge, donc qui est un produit qui vient renforcer l'étanchéité des murs, sur toute la partie en briques, et puis repeindre toutes les parties en béton. Donc il y avait vraiment beaucoup de travail. Pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux me dire qui sont tes clients les plus connus ? Les plus connus, tu veux dire ceux du quotidien, ceux que je rencontre le plus ? Ceux qui vont le plus parler, par exemple, tu vas expliquer ton métier à tes amis et tu vas leur donner, lui, je sais pas, une grande enseigne de supermarché, par exemple, ou une commune, enfin, j'en sais rien. Ok. C'est majoritairement les syndics d'immeubles. Ok. Donc ce sont des entreprises que tu appelles quand tu as une copropriété. Eh bien, tu appelles des syndics pour gérer, je vais dire, ta copropriété, pour éviter qu'il y ait des conflits. Enfin, c'est eux qui s'occupent de tous les travaux, etc. C'est quoi la mission la plus complexe que tu as eu à faire ? C'est en secteur industriel, clairement. On nous avait contactés pour aller rechercher une pince grappin à l'intérieur d'un silo qui était tombé. Okay. Donc c'était 2 tonnes 3 à devoir soulever de 15 mètres et déplacer. Et donc du coup, tu te retrouves un petit peu dans la situation où tu te dis mais comment je vais faire ça ? Et voilà, du coup, on commence à utiliser toutes des techniques de corde, de mouflage, avec les poutrelles des toitures. Désolé, c'est quoi du mouflage ? Alors un mouflage, ce sont des techniques de corde qui te permettent, en utilisant des poulies. Ok. Donc en fait, ça va te permettre de multiplier ta force, si tu veux. Ok. Donc avec certaines techniques de corde, eh bien, tu vas diviser par 20 le poids que tu vas soulever. Okay. Donc le poids reste le même forcément, mais quand tu utilises ta technique, eh bien, tu ne ressens pas cet effort. Et donc voilà, ça a été plutôt complexe. Moi, je veux bien croire. Et vous êtes arrivé comment ? Mais justement, grâce à ces techniques-là, et puis en utilisant ce qu'on appelle des palans, qui sont des poulies de compétition, si tu veux, et qui nous permettent d'amplifier notre force, tout simplement. Est-ce que tu te déplaces hors de la Belgique ? Oui, mais ça arrive de temps en temps. On a fait quelques chantiers en France. On a fait 2 chantiers en Italie. On a fait un chantier en Allemagne. Donc, je veux dire, j'essaye aussi de profiter de certaines opportunités pour aller me caler dans des équipes. C'est surtout des choses que j'ai faites en dehors de mes activités. J'étais sous-traitant. Et ça m'a permis de voyager pas mal. C'était sympa. Et par exemple, en Italie, tu as dû faire quoi ? C'était de la sécurisation de rochers. Ok. Ouais, donc on descend en rappel le long des falaises et donc on fait tomber en fait ce qui doit tomber, quoi. Si je me trompe pas, ce sont les suspendus qui se sont occupés de la décoration de Noël pour l'avenue Louise. Oui. Pour l'occasion, vous étiez déguisé en Père Noël. Est-ce que tu peux un peu me raconter cette histoire ? Écoute, oui, pour ça c'est une anecdote assez fun. Donc c'était pas toute l'avenue Louise, il faut pas déconner, c'était juste une boutique, la boutique Bobby's, qui est une boutique sac à main, cuir, pas mal de choses comme ça. Et on a été contacté mi-novembre à peu près pour aller nous occuper donc d'installer les décorations de Noël. Et en fait, je me suis dit,
ça pouvait être une super opportunité de transformer ça en coup de communication. Et du coup, je leur ai dit, ok, moi je vais bien m'en occuper, voici le prix. Mais par contre, si on le fait, c'est déguisé en Père Noël et en lutin. Et donc la team marketing, évidemment, a adoré. Et ça a été, je veux dire, génial parce qu'on était sur l'avenue Louise. Il y a des milliers de piétons qui passent par jour. Je crois qu'on n'a jamais été pris autant en photo, quoi. Et donc je me suis dit, bah, c'est cool parce que ça fait de la publicité et pour Bobby's et pour nous. Et en vrai, on a été republié, mais je sais pas combien de fois, quoi. Donc, et puis même pour nous, c'était ultra fun de faire ça. C'est quoi le chantier le plus haut sur lequel tu es intervenu? C'était une antenne du côté, enfin, c'était en Flandre, du côté de Gand. On était à 245 mètres de haut. Et tu ressens quoi là? Bah, un peu de stress quand même. Mine de rien, même quand t'as l'habitude, ça fait quand même partie des choses où tu te dis, là je suis haut. Et puis en plus, il fallait descendre tout le long d'un câble qui était, enfin, je veux dire, qui était comme ça à 45 degrés. Donc on n'était pas le long de l'antenne, on descendait le long d'un câble qui était attaché tout en haut. Et donc ouais, il y a des moments où tu te dis, si ma poulie lâche, je vole dans l'antenne et ça peut vraiment faire mal, quoi. Donc tu psychotes un peu quand même, de temps en temps. Et le bâtiment le plus impressionnant sur lequel tu es intervenu? Le plus impressionnant, c'était l'Atomium, je pense. T'as fait quoi là-bas? C'était l'Atomium. C'est un vieux pote qui m'avait contacté pour me dire, ouais, qu'est-ce que tu fais samedi? C'était il y a 3 ans d'ici. Et je lui dis, bah écoute, rien de spécial. Viens, on va sur l'Ato. Ok, allez, c'est parti. Et en fait, c'est lui qui avait eu la demande, il fallait mesurer la boule du haut. Ok. Alors je me suis dit, mais ils n'ont pas de plan, les mecs, pour ça. Mais en fait, je veux dire, avec le temps, ça a été fait dans les années 50, et donc avec le temps, ça bouge un tout petit peu, et il fallait les mesures précises. Et donc, enfin voilà, c'était dans le cadre d'une publicité qu'ils allaient venir mettre sur l'Atomium. Donc il fallait vraiment que le drap soit vraiment tip-top à mesure, et donc on nous a demandé de mesurer l'Atomium. Enfin, la boule tout en haut, quoi. Et comment tu mesures la boule? Avec un mètre. On avait un mètre ruban, vraiment, on s'est mis... ça a l'air stupide comme ça, mais vraiment. On était tout en haut, on descend en rappel, enfin chacun, lui à ma gauche et j'étais à sa droite forcément. On était au niveau de l'équateur de la boule, et puis voilà, on avait notre mètre de 20 mètres. Incroyable. Et on faisait comme ça, on a fait tout le tour, quoi. Et elle mesurait combien? Je me souviens plus. Ça commence à faire longtemps. Des mesures, il y en a beaucoup qui sont passées depuis. Oui, donc tu parlais que tu travaillais beaucoup sur des immeubles avec des habitants, j'imagine, qui vivent dedans. Est-ce qu'ils t'interpellent parfois quand ils te voient sur ta corde en train de nettoyer leur façade? Ils te disent quoi? Oh oui. Alors, le plus amusant pour ça, ce sont les personnes qui ne sont pas au courant qu'on vient. Parce que je veux dire, de manière générale, vu que on travaille dans un état d'esprit d'urgence, eh bien, ce sont les syndics et les concierges qui nous téléphonent. Et du coup, on descend en rappel au 7e étage, par exemple, et puis il y a quelqu'un, tu sais, qui boit son café, parfois qui est nu, derrière sa vitre, comme ça, ou dans sa cuisine, et puis qui voit des pieds, et puis qui nous voit nous. Et tu sais, ils sont vraiment pris sur la surprise, quoi. C'est assez drôle. Et donc, oui, à la fois, on va pouvoir enfin, ça va beaucoup les surprendre, évidemment. Ça doit faire bizarre de voir un Spider-Man qui débarque à 8h du matin. Et il y en a qui sont, enfin, de manière générale, on est vraiment très, très, très bien reçus. Après la surprise, une fois qu'elle est passée, c'est vraiment, ils ouvrent leur fenêtre. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez un café? Et parfois, tu te retrouves à boire ton café au 7e étage avec un mec que tu connais pas, quoi. Ah, trop marrant. Et c'est très fun. Et c'est quoi la réaction la plus folle que tu as eue sur un chantier? La plus folle, il y a une petite mamie que j'ai surpris dans sa salle de bain. Elle était sur les toilettes. Mais elle était nue sur les toilettes. Et elle a vraiment fait... comme ça, et j'étais tout gêné pour elle, mais du coup je suis vite remonté sur corde et j'ai juste attendu, quoi. Donc malheureusement il n'y a pas grand chose à faire d'autre, donc j'ai attendu quelques minutes et puis elle est venue par son salon. Ah, vous m'avez surprise, monsieur. Et puis bon voilà, tu continues après le travail, quoi. Mais c'était assez marrant. Si tu pouvais intervenir sur un chantier de rêve, ce serait lequel? Eh bien il y en a plusieurs. J'ai mis le pied dans le monde des châteaux. Donc ça, on m'a proposé un château en Angleterre et j'avoue que celui-là, ça me ferait plaisir. Le premier sur lequel j'ai été intervenu, c'était avec des douves, etc. Donc vraiment, t'es au-dessus de l'eau. Enfin, c'est juste incroyable. Pour une inspection de façade en plus, alors vraiment. Là, on y retourne tous les 2 mois, c'est trop bien. Et j'avais travaillé aussi sur un dossier. Celui-là, j'ai un peu saoulé de ne pas l'avoir. C'était pour l'UNESCO. C'était au 5 Terre en Italie. Pour aller faire de la sécurisation de façade comme j'avais déjà fait là-bas. C'était pas au 5 Terre, c'était ailleurs. Mais je me suis dit, ce serait cool de faire ça dans un endroit sympa. Et donc, c'était un contrat de 3 ans pour vraiment faire tout le long de la côte.
Et là, je me disais, waouh, Ouais. ça, c'est des chantiers cool. Donc, je pense qu'à partir du moment où j'aurai la possibilité de travailler avec des organismes comme l'UNESCO, là, ça va devenir intéressant. Mais par contre, ce sont des certifications qu'il faut avoir. Et du coup, je travaille à les avoir. Ça te manque pas trop de moins avoir au final cette activité de cordiste et d'avoir un peu plus de gestion, j'ai l'impression, dans ce que tu me racontes. Oui, il y a beaucoup plus de gestion par rapport à avant. Mais je pense que ça s'est simplement très intensifié suite au coût financier que m'a coûté le chantier de cet été. Donc forcément, vu que je dois trouver plus de chantiers, je développe la boîte, etc., etc. Donc oui, ça demande quand même pas mal de temps supplémentaire. Mais ça manque surtout en fait d'être avec une équipe au quotidien. Parce que du coup, quand tu deviens gestionnaire d'entreprise, eh bien, tu te sépares un peu des équipes d'opérateurs et du coup, la dynamique n'est plus la même. Donc tu vois que la dynamique reste telle qu'elle dans leur groupe, mais t'en es écarté, quoi. Et mais bon, voilà, c'est la suite logique des choses. Et moi, ça me va très bien parce que je suis vraiment passionné par le fait de développer des boîtes et le fait de pouvoir faire ça dans ce cadre-là, je kiffe. C'est quoi le futur des suspendus ? J'aimerais beaucoup pouvoir... là, en fait, actuellement, je travaille sur un système qui va me permettre de pouvoir répliquer les suspendus. J'aime beaucoup ce côté... c'est pas que je tourne ça en coopérative, c'est pas l'objectif, mais j'aime bien cette dynamique de travail où chacun peut vraiment se sentir investi, va pouvoir être rémunéré, je veux dire, en fonction des heures consacrées. Pardon. Et je me dis, si j'arrive à faire en sorte que ça tourne en Belgique, de manière rodée, je vais avoir la possibilité de faire des filiales à gauche à droite. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une image de marque, une image sérieuse, où on a une réputation intéressante, et de pouvoir répliquer ça, ouais. Ce serait super intéressant. Et de t'implémenter dans d'autres pays, alors ? Tout à fait. Et si tu pouvais, c'est un métier que tu dois faire toute ta vie, ou t'aimerais, tu parlais d'autres activités ? J'ai des collègues qui ont 60 ans. Donc je veux dire, ça ne limite en rien. Mais par contre, j'ai des objectifs de vie qui sont plus larges, simplement, que les travaux en hauteur. Donc c'est un milieu qui... En fait, j'ai toujours l'impression, quand on veut évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat, ou en tout cas y percer, on doit toujours défoncer une porte par un service. Et j'ai l'impression en fait que les suspendus me permettent de défoncer cette porte. C'est comme ça que je fais mes armes, c'est comme ça que je rentre dans le monde du business. Et puis après, c'est la diversification qui va faire la différence. Mais c'est simplement que j'ai des objectifs de vie qui sont liés à d'autres activités aussi. Et donc je sais que je serais étonné d'être aussi actif toute ma vie. Ça c'est sûr. Avoir ma boîte qui tourne, probablement, toujours toujours impliqué dans les décisions, etc. Mais à un moment, j'ai d'autres envies aussi. Tu fais des photos quand t'es en hauteur ? Tout le temps. Tout le temps ? Ouais, j'ai développé des activités de photographie, et donc c'est vraiment une passion que j'ai depuis quelques années. Et c'est ce qui a amené les suspendus à pouvoir se faire connaître grâce à la communication que je leur fais, quoi. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, les réseaux sociaux ont une influence sur ton métier ? Ont une influence sur mon métier de cordiste, je vais dire oui, parce que du coup, il se popularise. C'est un métier qui était encore très peu connu en Belgique il y a même 3 ans. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est qu'un cordiste, alors qu'en France, c'est quand même un métier qui est un petit peu plus répandu, simplement parce que c'est né là-bas, c'est né dans les montagnes, c'est né en Savoie, Haute-Savoie, dans toute cette région-là de la France, pour faire de la sécurisation de rochers, pour aller sur le haut des clochers, ce genre de choses. Et en fait, les Parisiens, au moment où ils ont rénové tous les zincs de toiture, c'était dans les années, je crois, 60-70, il y a vraiment eu de très très gros travaux dans la région parisienne. Ils ont fait appel à des cordistes. Et donc ça s'est popularisé à Paris, et puis après ça s'est popularisé dans le nord de la France en secteur industriel. Et donc là, on est dans les années 90-2000, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas dire de bêtises par rapport à ça. Et puis après, en fait, voilà, ça a commencé petit à petit en Belgique. Et je me suis dit, mais c'est trop bête que le métier ne soit pas connu parce que tout le monde y gagne. Il y a des vieilles lois qu'il faut absolument changer, qui disent il faut utiliser un échafaudage absolument parce que c'est une question de sécurité. Quand je vois aujourd'hui comment les échafaudages sont montés au niveau sécurité, au secours. Donc franchement, quand je vois toutes les formations qu'il faut passer pour pouvoir devenir cordiste et travailler de manière indépendante, je pense qu'on est beaucoup plus certifié à ce niveau-là. Et toi, en tant que futur vieux singe, comme tu dis, quel conseil tu donnerais à un jeune de 20 ans ? Un jeune de 20 ans qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de s'y essayer. Je veux dire, tout simplement. Parce que quand on est au tout début, c'est là où il faut faire les erreurs.
Et je pense que c'est important de les faire. C'est vraiment le moment où il faut se le permettre. T'as pas d'argent, c'est pas grave. T'as une idée, va vendre ton idée. Et pas besoin d'avoir un logo, pas besoin d'avoir un site internet. Va juste vendre ce que t'as dans la tête. Et à partir de là, tu vas voir que les discussions changent très vite. Ton idée va se construire au fur et à mesure. Et puis le service peut naître à ce moment-là. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur de tenter le coup. Je veux dire, il y a des erreurs que j'ai faites qui m'ont amené à devoir investir 15 000 euros, 20 000 euros. Voilà, quand tu les as au début à 20 ans, quand tu as juste des idées, n'investis pas cet argent-là. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Tente, mais ne prends pas de risques financiers. Vends ton idée avant toute chose. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Douglas d'être venu nous présenter ton chouette projet. Et merci Clément de m'avoir reçu. Nous, on se retrouve dans un mois pour découvrir un nouvel entrepreneur qui a transformé sa passion en projet entrepreneurial. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à écouter les anciens épisodes. À très vite.